Bonjour, bienvenue sur le Move. Donc, je me présente Phantom, street dancer de Montréal, étudiant d'art traditionnel. Mon nom Phantom symbolise ce qu'on ressent, mais qu'on ne voit pas tout le temps. Donc, il était important pour moi de mettre de la lumière sur la danse, sur les danseurs, différentes perspectives, et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le Move. Donc, aujourd'hui, gros guest. Donc, on va aller deep sur connecter avec nous-mêmes, connecter avec les traditions, connecter avec la culture, avec nos mémoires. Donc, on a Sheran Figaro, la respectable, donc fondatrice de la compagnie Or et Danse. On a fondatrice du podcast Moment Dansé, dont je suis fan. Donc, allez voir ça, c'est assez impressionnant. Et bonjour Sheran, comment ça va? Bonjour Phantom, ça va très bien. Merci. Merci pour l'invitation. Et ça fait plaisir. Donc, on m'a dit que tu as déjà enseigné un cours complet sans dire un seul mot. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé il y a 2 semaines ou 1 semaine, le 5 mai, oui. Ouais, ça en dit beaucoup déjà. Oui, moi Donc, qui parle beaucoup pendant mes cours, mais ça a été quelque chose d'exceptionnel. Excellent. Donc, comment ça a commencé la danse pour toi? La danse a commencé chez moi, Mhm. dans des fêtes de famille. J'ai 2 sœurs, puis on a une amie, une bonne amie à nous. On habitait le même quartier, donc on s'était dit, ben, on va célébrer nos anniversaires en organisant des petites fêtes de famille. Il y a ce côté-là, puis il y a aussi, à travers mon père, qui, lui, sans être danseur professionnel, mais prenait des cours de danse quand, je pense, avant de nous avoir. Et puis, il nous a inscrites, mes sœurs et moi, à des cours de danse traditionnelle haïtienne, mais à l'époque, puis je pense encore beaucoup en Haïti, on parle du folklore haïtien. Donc, il nous a inscrites chez sa prof, quand lui, il dansait, qui s'appelle Viviane Gauthier, qui nous a quittés. Et donc c'est ça, c'était comme les deux façons pour moi d'aborder la danse à l'époque. J'avais à peu près 8 ans, 9 ans. Et donc, c'est ainsi que j'ai commencé. Donc, ça, c'était ici, C'était en Haïti. en Haïti. En Haïti. Je suis Donc- née en Haïti, j'ai été élevée en Haïti. Je fais toutes mes études primaires, secondaires, universitaires, comme un premier diplôme universitaire en Haïti. Et donc la danse était toujours là. À un moment donné, on allait un peu moins aux cours. Mais après, je pense plus quand je suis rendue à faire mes études universitaires, je suis retournée à la danse. Là, c'était vraiment moi qui avais décidé de retourner à la danse. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai jamais lâché, même si j'ai quitté Haïti après, même si j'ai eu des enfants après, j'ai jamais lâché la danse. Donc, toutes les différentes versions de Sheran dansaient. Oui, tout à fait. Donc, ça t'a accompagné là-dedans. Donc, déjà là, il y a beaucoup de choses. Et comment ça a commencé, en fait, ta compagnie de danse, Or et Danse? C'est arrivé, ça fait longtemps, 10 ans, je pense. Cette année, ça va faire 15 ans. 15 ans déjà. C'était en 2009 quand j'ai commencé. J'ai commencé à donner des cours pour enfants, pour adultes. Mais je pense que cette décision de commencer à enseigner, c'est venu parce que je regardais ma fille qui, à l'époque, avait 4-5 ans, puis qui dansait à la maison. Puis moi, je me posais déjà la question comment j'allais faire pour lui transmettre ce bagage-là que j'avais, cet héritage-là qui m'a été transmis. Et je me suis dit, bon, donner des cours de danse peut-être serait une bonne chose. Donc, comme ça, elle viendrait au cours au lieu de juste de lui enseigner les premiers pas traditionnels haïtiens à la maison. Donc, organiser un cours puis avoir d'autres enfants qui viennent, ce serait peut-être intéressant. Et c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement, 2007-2008. Puis en 2009, je me suis dit, bon, je vais faire ça de façon comme sérieuse. Et j'ai fondé la compagnie. Donc, au départ, c'était vraiment des cours de danse. Il n'y avait pas encore le côté création. Donc, il n'y avait pas encore le côté spectacle. Et peut-être que ça décevait un petit peu certains parents qui s'attendaient à voir des spectacles de fin d'année. Mais moi, le but, c'était comme on peut partager après, faire une période de démonstration pour les parents. Mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était comme la transmission
organisé les cours pour les enfants, ensuite pour les adultes, certains parents qui étaient intéressés. Et puis, un peu, pas par hasard, mais à un moment donné, je me suis plus intéressée à la création, au-delà de mettre en place certaines séquences chorégraphiques dans le cadre des cours. Et puis, j'ai senti qu'il y avait quelque chose que moi qui m'intéressait au niveau de la recherche, au niveau de comment j'utilisais la symbolique ou tout ce qui était comme des références et tout ce qui caractérisait les danses traditionnelles, comment je voulais les utiliser dans une perspective de création. Et donc, toutes les autres activités sont venues à partir de là. Donc, là, on parle de danse traditionnelle haïtienne. Si je ne me trompe pas, vous avez plus que 200 rythmes qui ont chacun leur style, qui ont chacun leurs enseignements. Oui. Si, exemple, quelqu'un qui nous écoute ou qui nous regarde aujourd'hui, c'est pas du tout c'est quoi la danse folklorique haïtienne, ou c'est pas du tout c'est quoi la danse traditionnelle, comment on pourrait expliquer par rapport à ce qu'on voit tout le temps des danses sur les vidéos, ou des cours de danse, ou des cours de hip-hop qui sont très populaires, ou de danse contemporaine? Ça serait quoi comment on pourrait expliquer ça, si on pourrait résumer? Oui, résumer. Ouais, c'est surtout. Moi, je parle des danses traditionnelles haïtiennes en me disant que ce sont des danses qui parlent de la tradition. Ce sont des danses qui nous informent sur cet héritage qui continue d'exister, et ce, depuis des générations. Et récemment, dans le cadre de mes cours, je parlais aux participantes en disant qu'il y a non seulement il y a différentes nuances par rapport aux différentes régions en Haïti, mais aussi il y a le fait que quand on parle de danse traditionnelle, pour moi, ça ne veut pas dire nécessairement la façon dont on les danse dans un rituel. Je pense que le contexte fait que ça se danse d'une certaine façon dans un rituel, et ces mêmes danses qui viennent de cette tradition-là vont se danser d'une autre façon, avec une fonction peut-être plus de spectacle, de divertissement, parce que c'est utilisé également dans le cadre d'un divertissement, ça veut dire on veut juste montrer quelque chose. C'est utilisé aussi au niveau scénique, dans la création, donc au-delà de juste monter une chorégraphie, puis des fois c'est ce qui peut nous amener à parler de folklore, parce que c'est quand même des schémas et des façons de jouer aussi le tambour qui sont structurés, cadrés dans un espace-temps, puis on se dit, ben, si on danse, par exemple, le Yanvalou, ben, on va présenter le Yanvalou de cette façon-là. Et cette façon-là, c'est comme à chaque troupe ou chaque compagnie va l'aborder de cette façon-là, c'est de la façon folklorique, et qu'il y a aussi une façon de préserver, je pense, dans les villes, une façon de préserver cet héritage et de continuer de partager, même si tout le monde n'a pas cette possibilité de se rendre dans un rituel ou bien dans un lakou. Mais ces danses, pour moi, je dis qu'elles sont traditionnelles, même si on les enseigne dans des studios de danse, parce qu'elles viennent de la tradition. Puis ça, je pense que tout le monde n'est pas nécessairement... ne définirait pas nécessairement les danses traditionnelles de cette façon-là, mais pour moi, c'est ainsi que je l'aborde. Et à partir de là, je fais les différences entre la fonction divertissement ou bien de création, ou bien juste pour le tourisme. Ça a été utilisé beaucoup dans plusieurs pays de la Caraïbe, notamment en Haïti. Donc, pour attirer les touristes, on leur présente un certain angle de notre culture, juste pour qu'ils soient contents, pour les charmer un peu. Donc, mais ces danses-là viennent de nos danses traditionnelles qui ont une fonction beaucoup plus grande que juste montrer ce qu'on fait. Donc j'entends que c'est très dynamique. Il y a un gros respect envers l'histoire, mais il y a un dynamisme avec le passé, le présent, le futur, donc un peu tout ce qu'il y a autour, ce qui est hors de la culture, tout ça. Donc souvent, on pourrait entendre les danses traditionnelles haïtiennes comme étant très spirituelles, tout ça.
Mais de ce que je comprends, je pense qu'on voit souvent la spiritualité comme quelque chose de très défini, comme très restreint aux rituels, aux trucs qui sont vraiment cachés ou qu'on n'entend pas souvent parler, alors qu'ils sont dans tous les jours, dans toutes choses de la vie. Donc c'est qu'est-ce qui... Quels sont les enseignements qui viennent avec ça? C'est quoi, qu'est-ce que l'approche traditionnelle, on pourrait dire, qu'il soit spirituelle ou moins, ou peu importe, qu'est-ce que cette approche-là amène de différent dans une société comme aujourd'hui? Parce que là, on est à Montréal, le plus gros mix de culture que moi j'ai vu de ma vie, super riche, mais qui ne met pas souvent ces choses-là de l'avant. Donc, beaucoup de gens ne savent pas, en fait, qu'est-ce que ça apporte de le faire comme ça? Est-ce que c'est juste pour faire comme nos ancêtres? Est-ce que c'est vraiment pour nous connecter à quelque chose, pour avoir la sensation d'y participer? Ou est-ce que vraiment ça apporte quelque chose de différent? Puis si tu pourrais élaborer là-dessus un petit peu. Moi, depuis plusieurs années, j'ai comme un peu entamé une réflexion à savoir quand j'enseigne, jusqu'où je m'arrête dans le cadre de l'enseignement. Et de plus en plus, je me dis que tout le monde ne vient pas dans un cours de danse, ne s'inscrit pas à un cours de danse pour être en contact avec les traditions vraiment de façon profonde. Puis il y en a qui s'inscrivent dans les cours de danse, que la personne soit d'origine haïtienne ou soit née en Haïti. C'est pas tout le monde qui est intéressé à la spiritualité haïtienne, qui est intéressé au vaudou haïtien. Et selon moi, la spiritualité fait partie de la tradition haïtienne et fait partie de cette danse-là. Parce que si on va dans le contexte premier, pourquoi ces danses-là existent encore, dans un cadre de rituel, c'est une connexion aussi avec les esprits. On est en train de vivre sa spiritualité sous différentes formes. Ça peut être les chants, ça peut être les danses, le tambour, etc. Donc, pour moi, c'est si j'enseigne, est-ce que je vais automatiquement parler de la spiritualité? Est-ce que j'aborde les mouvements de cette façon-là? Quel type de chanson que je vais utiliser? Et si j'ai le tambour ou si j'ai pas de tambour, qu'est-ce que ça fait? Et je pense que finalement, je suis rendue, en tout cas pour aujourd'hui, je suis rendue à l'idée que d'abord, il faut que je sache qu'est-ce qui motive la personne à s'inscrire à mes cours, par exemple. Il ne faut pas que je me censure dans mes cours. Et en même temps, je me dis que il faut que je peux pas arriver et déposer cet héritage-là dans n'importe quel contexte. Bien sûr. Dans n'importe quel cercle. Donc, si on m'appelle pour que j'aille enseigner, selon le contexte, selon le but de la classe, sans me censurer, mais je vais savoir jusqu'à quel niveau que je les amène. Je les amène où dans cet univers traditionnel. Parce que je considère que le sacré est sacré. Et je ne peux pas le déposer n'importe où. Et ça, c'est comme sans prétention. C'est pas comme je détiens le sacré puis je vais le déposer, mais donner accès, ouvrir un espace, je veux pas le faire n'importe où. Donc pour moi, c'est ainsi que je réfléchis pour savoir comment que j'amène ça en plus à Montréal, pour des gens qui sont plus réticents ou qui ne sont pas intéressés, et des gens qui sont intéressés, savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'ils soient intéressés aussi, parce que il y a tout ce qu'il y a d'appropriation culturelle, il y a toute la curiosité, des fois c'est être curieux sans pour autant être animé de quelque chose. Bien sûr. Puis moi, dans cette volonté de préserver, mais en même temps de transmettre, je pense que je me pose toujours la question de comment j'amène ça. Parce que les contextes vont être différents à chaque fois. Donc c'est toujours un questionnement, puis être toujours consciente
et en présence par rapport à l'environnement, par rapport aux gens qui sont là, pour ne pas leur donner une image erronée, pour ne pas les emmener vers quelque part où ça ne les intéresse pas nécessairement, pour que ça soit en lien avec leurs besoins, ceux qui sont venus chercher. Donc, c'est un peu tout ça. Ouais, ben c'est beaucoup de choses. Dans le fond, c'est très personnalisé, sur se questionner sur comment partager. C'est sûr que ça fonctionne, parce que moi, j'ai parlé à certaines personnes qui ont pris tes ateliers, puis c'est une expérience à chaque fois. Donc, les gens reçoivent une certaine approche, ils se font guider à s'enseigner eux-mêmes, donc à parcourir quelque chose à l'intérieur d'eux. Donc, ils ressortent à chaque fois avec quelque chose de différent. Donc, moi, je respecte ça beaucoup. En fait, je pense que souvent, on pense qu'enseigner, c'est juste... On a appris quelque chose, une méthode, c'est de montrer cette méthode-là. C'est de dire que cette méthode-là, puis il faut faire cette méthode-là, mais en réalité, il faut... Donc, on entend... Moi, je partage cette pensée-là, qu'il faut montrer aux gens à s'enseigner eux-mêmes. Moi, je suis très pour ça aussi. C'est ça. Et puis, je me souviens... le 5 mai, dans le cadre du Combit de Mapouguinet, là où justement j'ai fait le cours sans parler. Je me souviens que Cindy Belote, qui est la directrice artistique de Mapouguinet, elle disait au début de mon cours, elle disait « Faites confiance à Sheran, puis vous allez suivre le cours. Puis ça m'avait... juste avant de commencer, je me suis dit « Wow! » Ça m'avait touchée parce que je trouve que ça résume beaucoup mon approche dans l'enseignement. Quand on dit qu'on veut être on est à la recherche de soi, on veut connaître qui on est, on veut, c'est ça, apprendre qui on est, se connaître vraiment. Puis moi, je me dis, au niveau de la personnalité, oui, 100%. Pour savoir quand est-ce que tu réagis, quand est-ce que c'est pas nécessaire de réagir, dans quel milieu tu veux investir ton énergie, puis tout. Ça dépend toujours de comment tu comprends qui tu es pour que tu décides de mettre de l'énergie à telle place ou de réagir selon tel événement. Mais aussi, je pense que ça prend de connaître soi-même son corps. Puis dans mes cours, j'amène souvent les gens à apprendre un peu de ce que je donne, puis maintenant, toute la durée du cours, l'implication personnelle, que ce soit dans le mouvement, que ce soit dans l'énergie, dans l'amplitude, ça va venir parce qu'il y a une connexion que la personne décide et vraiment être consciente qu'elle est en train de faire avec elle-même. C'est pas juste suivre le mouvement que moi je propose, parce que le mouvement que je propose peut paraître très simple. Très simple, ouais. Mais après, tout ce que ça peut t'apporter, c'est selon comment toi, tu décides de t'investir dans cette simplicité-là au prime abord. Et maintenant, comment ce mouvement puis ton engagement va t'ouvrir d'autres portes. Puis, avant la pandémie, je me souviens, dans un de mes cours, il y avait quelqu'un qui venait la première fois pour un cours. Puis après le cours, la personne disait à quelqu'un d'autre qui était déjà habitué, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Sheran va faire quelque chose? Puis la personne qui est habituée lui a dit, non, Sheran, c'est comme ça qu'elle est. Là, le cours est fini. Tout ce que tu peux ressentir, c'est comme... ça t'appartient. Ça t'appartient, puis c'est à toi d'aller continuer ton questionnement. Donc, il n'y a pas on ne va pas comme faire un genre de cercle pour dire, OK, puis toi. Le but, ce n'est pas nécessairement de l'apporter et en parler à tout le monde, mais c'est d'être consciente de ce que ça a créé. Puis maintenant, à partir de là, tu continues ton travail pour aller plus en profondeur. Mais ce que j'ai pu donner, c'est comme ouvrir la porte un peu. Et maintenant, toi, tu continues à rentrer. Je ne rentre pas nécessairement, je ne traverse pas nécessairement avec toi. Mais donc pour moi, c'est quand tu parles que la personne fasse elle-même, moi, je suis vraiment dans cette approche-là. Parce qu'on est tous différents. Sur 7 ou 8 milliards, je pense, il y a 7 ou 8 milliards de différentes personnes, différents parcours dans la danse.
Donc, j'adore les approches ou j'adore les styles qui vont beaucoup enseigner ça, qui vont enseigner comment développer ta propre personne. Et je pense que tous les styles de danse, à la base, veulent faire ça. Mais je vais être honnête, surtout de nos jours, 2024, que ce soit les applications social media, les TikTok, tout ça, je vois toute une wave de gens qui veulent à tout prix faire une chose d'une certaine façon, précise. C'est ça qui fonctionne, il faut faire ça comme ça, et après, je ferai mes propres trucs. Alors que si on pense à tous les gens qui ont vraiment percé, les gens que tout le monde respecte, les gens qui sont comme « Ah, c'est cette personne-là », c'est les gens qui font les choses différemment. Donc, je pense que naturellement, on sait que c'est important. Puis, de ce que j'entends de ton approche qui vient d'un background de toute cette étude-là traditionnelle, il y a beaucoup le lien entre le corps et l'esprit. Oui. Donc, on n'est pas juste... on a un corps, mais notre corps est vraiment connecté à qui nous sommes. Donc, de comprendre notre corps nous aide à nous comprendre nous-mêmes. Donc, j'adore ça. Je pense que c'est très important et on dirait que pour être vrai... Comment je pourrais dire ça? Pour care, pour vraiment vouloir que les gens s'éduquent eux-mêmes dans les cours, il faut voir la valeur de ça. Donc, la transmission est importante. Est-ce que tu dirais que c'est comme une mission pour toi de partager ce que tu as appris? Ou c'est juste comme ça donne que tu le fais? Être une mission, peut-être que c'est... Je pense que je l'accepte de plus en plus, que c'est ma mission. En tout cas, à date, je pense que c'est ce que j'ai à faire. Et, pour moi, je me dis toujours, si moi j'ai pu avoir accès à cet héritage-là, c'est parce qu'on me l'a transmis. Et je ne voudrais pas que je sois la personne qui bloque que ça continue. Et ma façon de transmettre, ça passe par l'enseignement, parce que je pense qu'il y a d'autres façons aussi de transmettre. Ça passe par l'enseignement, ça passe par la création. Et pour moi, c'est important que ça passe comme à travers moi, puis que ça continue, que d'autres aient cette même opportunité-là d'être en contact avec ce quelque chose. Et maintenant, pour en faire quelque chose d'autre ou pour ouvrir d'autres portes. Donc, je suis toujours dans une symbolique de porte. Oui. Ouais, c'est ça. Ça ouvre, ça traverse. La danse folklorique haïtienne. On est à Montréal, une ville super caribéenne, comme moi je le vois. J'ai grandi dans des quartiers où tout le monde mangeait de la nourriture haïtienne. On connaît les expressions, je comprends le créole, pas parce que j'ai essayé, parce que c'est autour de nous. On va vers l'ouest ou le sud-ouest, il y a tout le West Indies, les communautés, donc c'est très riche en culture caribéenne. Dans le street dance, tous nos OG, comme on appelle, tous nos vétérans, ils connaissent tous quelqu'un, leur sœur, leur mère, leur tante, eux-mêmes, qui ont passé par la danse traditionnelle haïtienne. Comment verrais-tu l'importance du rôle que cette danse-là a joué ici à Montréal, dans la communauté? On n'en parle pas souvent. Ouais. Puis je pense que beaucoup de gens le savent, mais on ne parle pas assez souvent de la contribution. Donc, qu'est-ce que tu sais de la contribution de la danse caribéenne ici à Montréal ou comment vois-tu l'importance que ça a dans une ville comme ici? Pour moi, l'importance, elle est immense. Parce que quand on se déplace, on quitte un territoire, on s'en va dans un autre territoire. Ce territoire qu'on a habité et qu'on quitte continue d'être, de vivre à l'intérieur de nous. Donc, quand on arrive dans un nouveau territoire, on veut, même si des fois c'est difficile avec l'immigration, de se dire de trouver une place, une nouvelle place, de faire que cette place, ça nous appartienne. Pas dans un sens, on s'accapare de la place, mais qu'on se sente chez soi. Ce serait plus ça de dire que d'appartenir, mais c'est comme on se sente chez soi malgré tout. Ça prend d'essayer de rebâtir quelque chose. Et cette construction sur ce nouveau territoire vient avec des souvenirs. Tout ce qu'on va apporter dans ce nouveau territoire-là, ce sera ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, comment on a vécu des situations, les sons, les odeurs, les mouvements.
comment qu'on dansait, quelle que soit la région dans laquelle on vivait en Haïti. Et quand je suis arrivée ici à Montréal, le fait de savoir qu'il y avait déjà des espaces où la danse, les danses d'Haïti, que ce soit le compas, que ce soit les danses traditionnelles, que ce soit les danses traditionnelles comme préservées ou présentées de façon plus folklorique, quel que soit pour moi, quel que soit l'angle de cette préservation, j'ai trouvé que, au fait, ça m'a apaisée en me disant que je ne suis pas dépaysée. J'ai comme un point, des points de référence. J'ai quelque part où je peux aller pour entendre encore cet tambour-là. J'ai quelque part où je peux aller pour voir des gens danser, pour échanger avec des gens en créole qui connaissent le Yanvalou, qui connaissent le Ibo. Donc, pour moi, ça permet de créer des liens et d'accueillir les nouveaux arrivants. Donc, que des groupes, des troupes, des groupes de musique, de danse, des restaurants haïtiens qu'ils aient pu garder pendant toutes ces années cet héritage-là, puis de façon très chaleureux. Et quand on rentre, par exemple, dans une boutique tenue par un Haïtien, une Haïtienne, pour moi, automatiquement, je me revois quelque part à Port-au-Prince. Même si je sais qu'en sortant de la rue, ben oui, je suis à Montréal. Mais juste le fait d'être dans des espaces comme ça, gardés et habités par l'âme haïtienne, pour moi, c'est d'une importance capitale. Et je suis très reconnaissante envers ces personnes-là qui ont pu garder malgré tout, parce que c'est pas... je ne pense pas qu'on émigre en disant on émigre puis on va créer une compagnie de danse. Tu n'émigres pas pour créer une compagnie de danse. Tu viens pour trouver du travail ou des fois parce qu'il y a un régime dictatorial qui t'a poussé hors de ton pays. Donc, tu es persécuté. Donc, il y a tout ça. Donc, quand tu arrives... Ça arrive plus souvent qu'on le pense. C'est ça. Quand les gens ne viennent pas ici juste pour venir ici. Tu n'arrives pas pour être sur la scène. Donc, en plus, c'est pour ça qu'il y a différents parcours de formation aussi qui sont, pour moi, tout aussi valides et doivent être respectés, surtout dans ces communautés de personnes immigrantes. Parce que des fois, on parle de formation, une formation atypique, mais atypique par rapport à quoi? C'est juste parce que ce n'est pas notre façon de nous former. Ce n'est pas nécessairement institutionnel, mais ce sont des espaces, des bastions pour moi de résistance. Tous ces lieux-là à Montréal qui permettent que la culture haïtienne et d'autres cultures des Caraïbes continuent d'exister pour que des gens qui arrivent trouvent un oasis pour dire, OK, là, je suis dans un chez-moi, même si je sais que je suis en Amérique du Nord, par exemple. Puis certains de ces endroits-là m'ont aidé beaucoup dans mon propre développement, donc je dois être subjectif là-dessus. Je pense que c'est toute une université de marcher dans les rues de Montréal, pas juste pour apprendre, mais pour ressentir, pour apprendre dans notre corps, dans notre façon de vivre, dans nos émotions. Il y a certaines façons qui m'ont aidé à me raligner à moi-même. Des méthodes qui viennent de cultures que j'aurais jamais connues si je serais resté juste dans mon coin où j'ai grandi. Pas où j'ai grandi parce qu'il y avait beaucoup de culture. Mais des fois, si on est juste dans une seule approche, on ne voit pas tous les trucs qui peuvent vraiment nous aider à être nous-mêmes de la meilleure façon possible. Est-ce qu'on peut nommer quelques endroits, que ce soit des compagnies, des groupes, que ce soit des endroits qui participent beaucoup à ça, à créer cette oasis haïtienne-là ici à Montréal? Oui, Je sais qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Dans la danse, si on peut aller vers la danse. Dans la danse. Mais sans des fois qu'il y ait des lieux spécifiques, mais il y a des compagnies puis des troupes, des collectifs. Il y a, par exemple, je parlais de Mapouguinet, qui a fêté comme 52 ou 53e année d'existence. Gros shout-out à Mapouguinet. Il y a la troupe Expression, il y a Solé, il y a, comme ça c'est pour la danse haïtienne, il y a Jocelyne Saint-Léger. Moi, quand je suis arrivée à Montréal, elle enseignait... je pense, sur Avenue Mont-Royal. Donc, pour moi, ça a été comme un contact aussi. Je pense que ça a été le premier contact avec la danse haïtienne quand je suis arrivée. Je cherchais où est-ce que je pouvais danser la danse haïtienne. Puis il y a le centre de création Nyata Nyata. Bien sûr. Quand moi, je me souviens, quand je suis arrivée,
Ma fille, à l'époque, avait 2 ans. Mhm. Puis, on habitait à Montréal. C'était, je pense, le premier. On arrivait en automne. Donc, un samedi, j'ai dit à mon mari que, bon, on va chercher c'est quoi exactement, comment faire pour aller sur la rue Saint-Laurent. Puis, à ce moment-là, tu connais rien du tout de comment, quel métro prendre. Mais je voulais aller à cette place-là. J'avais aucune idée de qu'est-ce qu'on faisait vraiment, à part, pour moi, c'était comme des cours de danse. Et quand je suis arrivée, je me souviens, j'entends le tambour, puis j'avais comme tellement hâte à accéder. Puis quand je suis arrivée en haut, je n'étais pas sûre si on allait me permettre de regarder. Puis, puis je ne savais pas qui était Zab Mabungu nécessairement. Mais quand je suis arrivée, puis j'ai demandé, est-ce que je peux juste regarder un peu? Puis elle a dit oui. Puis pour moi, ça a été comme, je ne sais pas, ça a été quelque chose d'ouvert, qui a ouvert en moi quand j'ai pu avoir accès à ça. Puis j'ai écouté, j'ai regardé. Donc pour moi, ce sont des lieux qui, même quand je passe sur Saint-Laurent, j'entends le tambour. Je passe à une place, j'entends le tambour. Ça me fait quelque chose de... C'est comme ça m'amène dans un espace de connexion avec moi-même, juste, même si je ne m'arrête pas, mais juste le fait d'entendre le tambour. Et je pense que ces espaces-là, en étant ouverts aux gens de la communauté, ils ne savent pas quel bien qu'ils font. Parce que moi, ça m'a fait du bien quand je suis arrivée de savoir qu'il y a cette place-là, puis que je pouvais avoir accès. Le tambour, ça, c'est mon point faible, ça. Ouais. Tambour qui vient de notre cœur. Tout le monde a un tambour, on marche le tambour. Donc, quand on parle de cultures qui comprennent ça et qui ont travaillé sur étudier, protéger, conserver les enseignements sur ça, qui datent de plusieurs milliers d'années, c'est ça qu'on vit quand on va vers des tambourinaires traditionnels. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens, j'ose dire que la majorité des gens écoutent le tambour et le sentent. Like, if you hear the drum, you feel it's deep, I like the drum, it's something different, I feel it in my body. C'est parce qu'on le fait. You really do it. Tu le sens dans ton corps pour vrai. C'est ça le but. C'est pour ça qu'ils ont créé le tambour. Unir le ciel, la terre, le cœur, le corps. Donc, je pense que... Puis, j'ose dire que tous les rythmes traditionnels, tous les danses traditionnelles se dansent sur le tambour. Ou presque. Je veux dire, le tambour, c'est vraiment central dans la danse. Oui. On a parlé d'accessibilité. Donc, je connais des gens personnellement que souvent, ils ne sentent pas qu'ils sont vraiment à leur place d'aller apprendre de certains styles comme ça. Parce qu'ils se disent, comme moi, par exemple, j'ai commencé dans le street dance, dans le parc. J'ai pris quelques cours, c'était Urban Element, shout out Urban Element. J'ai pris quelques cours là, mais j'avais de la misère à suivre des chorégraphies, c'était pas pour moi. Après, je dansais à l'école, je dansais dans le parc, je dansais partout, sauf là où les gens vont danser d'habitude. Puis, au début, quand on m'a parlé de danse traditionnelle, j'étais comme, mais c'est pas pour moi je connais pas ça, j'ai personne dans ma famille, qui va me laisser rentrer là? Jusqu'en temps que j'arrive à Nyata aussi. C'était vraiment, ça s'est fait comme ça, soudainement j'étais là. Et je me suis rendu compte que non, c'est vraiment quelque chose qui nous connecte entre nous les humains, la danse, beaucoup plus que d'un style à l'autre. Ah oui. Donc si on parle de danse traditionnelle ou folklorique haïtienne, est-ce que n'importe qui peut aller essayer ça ou est-ce que n'importe qui est le bienvenu là-dedans? Moi, je dirais oui. Je dirais oui que n'importe qui peut d'abord être bienvenu pour, comme l'espace est là, il n'y a pas, en tout cas, à moins qu'on ne veuille pas avoir pour une raison quelconque, des gens qui jouent, comme juste avoir 2 rangées de personnes à juste regarder un cours, si ce n'est pas le but. Mais puis l'accès aussi, moi je pense que ça dépend beaucoup d'où part ton intention. Si c'est pour comprendre ce qui se fait, pour être dans l'espace, pour partager, je pense que oui. Si c'est s'il y a une intention comme plus mesquine ou pernicieuse ou... Un peu fermé. C'est ça, c'est-à-dire tu viens, tu prends, puis tu t'en vas. Donc ça, je pense que c'est un petit peu... peut-être que tout le monde, là, aime moins ça, de venir et puis tu prends, puis tu t'en vas avec, ou bien qu'il n'y ait pas de retour. Moi, je pense que être dans l'échange, puis dans le partage, dans cette communion-là,
c'est ce qui permet d'accueillir d'autres personnes, que d'autres personnes se sentent, même s'ils n'ont pas dans leur héritage cet art-là, mais se sentent acceptés parce que leur intention, elle est positive, elle est pure, ça vient d'un espace de vibration positive en eux. Donc, ils vont se sentir accueillis nécessairement puis automatiquement. Donc, moi, je vois ça beaucoup dans l'échange et non dans venir, tu regardes, puis des fois tu filmes, des fois puis ensuite, ou bien tu poses plein de questions, puis ensuite on ne te revoit plus jamais. Donc là, tu étais juste venu prendre quelque chose. Et ça, c'est pour moi, j'aime moins ça. Mais que ça soit un échange, il y a un lien, il y a une relation qui s'installe finalement entre ces personnes qui viennent, puis d'autres personnes qui transmettent. Je pense que ça se fait déjà et c'est à continuer parce que la transmission, ça va aussi au-delà de juste le style. Donc, il y a comme toute la philosophie que la danse porte. Et cette philosophie-là, elle connecte les humains. Donc, c'est pas parce que c'est tel style de danse que cette philosophie t'appartient pas ou tu peux même pas avoir la chance d'écouter la sagesse qui vient de cet art-là. Donc, je pense que l'échange permet et l'ouverture aussi, la générosité, ça permet d'accueillir et de se sentir accueilli. Je parle souvent de ça avec les gens qui me connaissent dans le street dance, qui vient principalement des cultures afrodescendantes ou latino dans les États-Unis. Certains vont dire que ça a commencé dans les années 70, 80 à New York, tout ça. Moi, je parle beaucoup du fait que dans tous les styles de street dance ou de danse moderne, c'est juste moi, je ne connais pas beaucoup les autres, on voit des mouvements qui viennent directement de certaines danses traditionnelles, de certaines tribus d'Afrique ou des choses comme ça. Si je réfère au crump, on va avoir des mouvements beaucoup qu'on peut revoir en Éthiopie. Don't quote me on that, I don't know how to do it. Mais sinon, dans tellement différents styles, où je pense au brock-up ou le waving du popping aussi, on fait beaucoup de vagues. Quand on fait une vague d'en bas vers le haut, on a beaucoup les mouvements d'Ion-Valo. Donc on dirait qu'il y a comme beaucoup de gens qui pensent qu'ils créent quelque chose et ils le font. Ils sont tout seuls chez eux, ils font quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et soudainement, le truc qu'ils ont fait, on le voit ailleurs, il a été fait depuis toujours. Donc d'où ça vient ça? Comment ça se fait que quand j'explique ça à des danseurs de danse folklorique haïtienne ici à Montréal, ils comprennent tous de quoi je parle? Mais au fait, c'est d'où ça vient, le fait de reconnaître quelque chose qui existe déjà depuis longtemps, mais dans un style qu'on dit nouveau. Mais en t'écoutant, ce qui m'est venu en tête, c'est comme tout est là, comme tout est déjà là. Et même quand on parle, même moi, quand je parle de création, je dis, OK, la création, mais qu'est-ce qu'on crée vraiment? Je pense que il y a des possibilités et des façons, peut-être des contextes dans lesquels on se met des pratiques de mouvement, des pratiques artistiques qui nous permettent d'être en lien, d'être alignés à la source. Et maintenant, dépendamment de notre pratique elle-même, de ce qui nous habite, de ce qui prend beaucoup d'importance dans notre vie pour une raison ou pour une autre, on va être connecté à quelque chose de très particulier et qui va se matérialiser en nous d'une certaine façon parce que notre corps, c'est notre corps, il est fait de cette façon-là et nous avons nos filtres aussi qui permettent que nous allons l'amener d'une certaine façon juste parce que c'est... parce qu'on le reçoit d'une certaine façon. Donc, ce qu'on va finalement matérialiser en 2024, que quelqu'un va faire en 2024, pour moi, c'est une façon d'amener en réel une parcelle de ce qui existe déjà quelque part d'autre. Et on peut dire que la personne l'a créé, même si on dit qu'on a créé quelque chose, j'ai l'impression qu'il faut quand même
cette dose d'humilité pour comprendre que c'est... C'est quoi notre place là-dedans? C'est ça nous est pas venu comme juste comme ça. C'est venu parce que ça existe déjà quelque part dans l'univers. Puis nous, on a pu être en connexion avec ça. Et si ça m'arrive à moi, donc je vais le porter d'une certaine façon dans mon corps. Je vais même le dire d'une certaine façon. Le langage utilisé va dépendre de ce qui m'habite, va dépendre de mon background, de mon expérience, de la langue que j'utilise pour parler. Que toi, ce même rayon qui va venir vers toi, tu vas le porter d'une autre façon dans ton corps parce que ta gestuelle est différente de ma gestuelle. Et tu as un langage pour parler du corps qui peut être différent. Donc tu vas le nommer différemment. Mais quand on va se mettre à danser, puis finalement, on est en train de faire... on se rend compte qu'on est connecté à la même affaire, mais c'est juste que ça prend des formes différentes. Donc, c'est ce que je pense. On m'a demandé une question pour toi. OK. J'ai demandé à quelqu'un qui ne connaissait pas du tout ton parcours, elle ne savait pas c'était qui Sheeran, elle ne savait pas c'était quoi la danse traditionnelle. Elle sait c'est quoi, mais elle ne connaît pas bien. Elle a demandé, et c'est curieux qu'on parle de ça en ce moment, parce que sa question précise était comment on reste connecté à la source, si on se connecte à une source de notre inspiration, si on arrive à pousser toutes les influences de la société moderne ou de toutes les patterns des fois qu'on y participe aussi. Comme moi, dans ma génération, on va swiper beaucoup de choses, you know? Comment on fait pour rester connecté à ça? Parce que des fois, ça se déconnecte, des fois, ça bouge. On dirait que c'est pas si simple. Non. Donc, comment on fait pour rester connecté à cette source-là à laquelle on connecte quand on danse dans une société comme aujourd'hui? Ouais. Moi, je dirais... Je pars de mon vécu. C'est comme se défaire de de se sentir obligé d'être connecté tout le temps. On n'est pas connecté tout le temps. Je ne suis pas connecté tout le temps. Je ne vais pas enseigner puis être connecté tout le temps, ou même être sur scène. Et dans ma pratique artistique, j'ai fini par établir des rituels. Ça m'aide. Des rituels du matin, des rituels quand j'arrive en studio, des rituels si je dois écrire. Donc, ces rituels-là peut-être ne me connectent pas toujours de la même façon, mais me permettent de me recentrer pour dire que je repars sur la piste que j'avais laissée de côté. Et j'utilise aussi beaucoup cette image de vague. Oui, des fois, on sera comme... on va se sentir au top de notre affaire. Puis des fois aussi, ça ne sera pas le cas. Mais tous ces mouvements-là participent à peut-être nous rappeler qu'il y a un lieu de connexion qui existe, même si on n'est pas là-dedans. Mais le fait de ne pas être là-dedans, c'est un bon rappel, c'est une bonne façon de se rappeler que ça existe. Donc, dans ma pratique, le fait de devoir revenir à ça, c'est pour moi, dans toute cette... c'est très sain également, même si je ne suis pas nécessairement alignée, connectée tout le temps. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde à Montréal. Il y a beaucoup de styles, beaucoup de réalité. De réalité, beaucoup de choses qui se passent, de nouveautés, soi-disant. Mais être conscient que ça existe quand même de toute façon. Donc, je ne suis pas obligée d'aller vers quelque chose qui paraît nouveau, quelque chose qui brille aujourd'hui pour me sentir comme à la mode. Donc, d'abord, ce que je suis en train de faire, que ça puisse me nourrir tout le temps, c'est moi ça. À la mode, c'est ça pour moi. C'est que je suis toujours comme nourrie et émerveillée par par le faire. Ce que qui est en train d'arriver pour moi en studio. Ça, je me sens alignée. Qu'après, des fois, je regarde, par exemple, sur les médias sociaux, il y a une affaire, ou il y a quelque chose qui paraît comme que tout le monde veut aller là, ben, je me rappelle de ce moment d'émerveillement-là qui m'avait complètement absorbée. Et je me dis, non, l'émerveillement, c'est pour moi un indice, au fait, quand je suis dans le faire.
quand je suis en présence, quand je suis consciente de ce qui se passe pour moi dans ma création. Je suis consciente d'être en classe avec des étudiants, des participants, puis je suis consciente de ce qui se passe quand je transmets quelque chose, quand ils sont en train d'exécuter un mouvement. Puis pour moi, je me rattache beaucoup à ça, pour ne pas me laisser prendre donc c'est dans de un rester tourbillon. Je pense que qu'est-ce qu'il dit, c'est que si l'arbre serait solide, il craquerait avec le premier vent qui vient. Ouais. Et un autre truc qui me vient en tête, c'est que il faut tomber. Moi, j'ai un de mes mentors en tambour, justement, qui me disait il faut même des fois chercher à tomber. Sinon, tu ne pratiques jamais à te relever. Donc, je trouve qu'on est beaucoup là-dedans. C'est pas... c'est dur pour tout le monde. Oui. Il y a les influences pour tout le monde. Tout le monde, c'est le parcours. Là. Oh, oui. Ça serait plate si ça serait comme ça. Ouais. Parlons un peu de Moment dansé, le podcast. Moi, c'est par Moment dansé que je t'ai connu. OK. Après, pour me rendre compte que le monde est petit, que je connais beaucoup de gens dans ton cercle et que j'ai appris de certains gens dont tu as mentionné, dont Cindy, Nyata Nyata, Mapo Guinée, Expression. C'est beaucoup de gens que je connais depuis, certains d'entre eux depuis longtemps, que j'ai passé par leur cours ou qui m'ont guidé beaucoup dans mon apprentissage sur moi-même. Et comment Moment dansé est venu? Parce que là, on parle de t'asseoir devant une caméra ou un micro, parler à des gens comme on fait aujourd'hui. Oui. Moi, je n'étais pas le premier à le faire. Il y avait des gens comme vous qui l'ont fait. Comment ça a parti, ça? Pourquoi tu as parti ça? Moment dansé a commencé en 2020. Quand même récent. Oui. Quand la pandémie a commencé, je sentais que j'étais dans une spirale qui allait vers le bas. Puis je me suis dit, je vais me donner un défi d'écrire à chaque jour pendant 60 jours. Wow, Donc, okay. j'ai commencé à écrire. Puis après, je me disais, est-ce que je publie ça? Donc, j'ai commencé à publier. Mais c'était écrit de façon comme très amateur. Je ne me dis pas écrivaine du tout. J'écrivais juste sur l'impulsion en me disant que même si je ne sais pas ce que je dois écrire, je me lève le matin puis j'écris. Et un jour, je me suis dit, je vais enregistrer pour voir ce que ça donne. Puis j'ai commencé à lire un ou deux textes que j'avais écrits. Puis je me suis dit, je vais prendre cette pratique-là de parler comme utiliser ma voix. J'étais comme là-dedans, d'utiliser ma voix, parce qu'en général, si je vais parler quelque part, je ne veux pas réécouter ce que je viens de dire. Puis là, en le faisant, ça m'a pris des temps pour finalement faire le premier épisode. Donc c'est moi qui parlais seulement. Puis là, je me suis dit, à un moment donné, je vais me sentir un peu, pas trop intéressante. Je vais comme peut-être inviter d'autres personnes à en parler. Et c'est comme ça que j'ai commencé à inviter d'autres personnes. Puis ça se fait vraiment sur Zoom. La personne est chez elle, je suis chez moi. Organique. Puis je l'enregistre, puis ensuite j'utilise seulement l'audio. Et puis quand j'ai commencé plus à inviter d'autres personnes, je me disais, je veux inviter des gens qui ont des pratiques artistiques qui sont très diversifiées, qui sont très différentes les unes des autres, et qui ne répondent pas nécessairement à un parcours auquel on va s'attendre. Ça veut dire en institution, tu as ton diplôme en danse, tu fais ci, tu fais ça, tu danses avec telle personne. Parce qu'on me posait, jusqu'à présent, on me pose beaucoup cette question-là. Oh, tu danses avec qui? Tu as dansé avec qui? C'est comme pour sortir des noms de chorégraphes, de ci, de ça. Comme s'il faut qu'on sache, il faut que ça soit clair. C'est ça. Donc, pour qu'on te mette quelque part d'autre, qu'on te catégorise quelque part d'autre, alors quelque part. Puis, donc, c'est ça. Puis, non seulement je voulais parler à des artistes en danse, en mouvement, de leur parcours, mais je me disais aussi, j'ai envie de parler de sujets qu'on retrouve en danse, comme parler d'improvisation, comme parler de l'adaptation. J'ai fait un numéro avec Darley, Darley Brizard sur l'adaptation. Donc, pour moi, c'est comme vouloir parler de certains sujets qui nous préoccupent en danse, mais parler de ces sujets-là, moi, si je veux entendre des gens parler de ces sujets-là, je ne retrouve pas nécessairement des discours de personnes dont le parcours n'est pas un parcours institutionnalisé, qui sont dans des formes de danse, qui ont une plateforme très, très valorisée et reconnue en danse contemporaine à Montréal. Donc, je me suis dit, nous aussi, on peut parler d'improvisation, même si notre façon de danser, de bouger ne rentre pas dans les cadres de ce qu'on appellerait danse occidentale, contemporaine.
Donc, nous aussi, on peut parler de la préparation du danseur ou de la danseuse, de comment que nous, on le fait, comment que nous, on parle de revenir à la danse après la grossesse. Donc, ces sujets, ce n'est pas des nouveaux sujets, mais pour moi, c'est nous, à Montréal, dans nos pratiques de danse qui ont peut-être moins la voix au chapitre, mais on est dans cet art de la danse également. Et comment nous, on parle de avoir un enfant puis revenir à la danse, une danseuse en danse haïtienne, comment qu'elle parle de ça? Et moi, cet épisode-là m'avait vraiment émerveillée de l'entendre parler comment, à travers des rythmes spécifiques de danse traditionnelle, c'est comment qu'elle a pu retrouver son corps. Donc, c'était ça le but pour moi, que nous parlions de sujets dont tout le monde parle, mais qu'on ne va pas nécessairement nous inviter pour parler de ça. On va nous inviter peut-être pour parler je sais pas, de quelque chose qui a rapport vraiment, vraiment, vraiment avec la tradition, comme si d'autres sujets n'existaient pas. Donc, comme si c'est moins important. Comme tu as donné l'exemple de revenir à la danse avec une femme enceinte qui accouche, qui veut revenir à la danse. Toutes les femmes danseuses du monde qui ont eu des enfants vont adorer cet épisode. Ils vont pas le trouver partout. C'est ça. Donc, je pense que c'était très, très intéressant. C'était très éducatif aussi. Moi, c'est tu avais interviewé Megdi, si je ne me trompe pas, qui est un de nos vétérans du street dance ici, qui va sûrement venir dans cette chaise-là bientôt. D'accord. On croise les doigts. Puis moi, c'est comme ça que moi, j'avais découvert le podcast, parce que je me suis dit, moi, je viens du street dance. On a nos propres influences, on a nos propres cadres, les propres expectations de façon de faire les choses, façon de respecter certains trucs. Il faut avoir l'air de certaines façons pour avoir l'air de représenter certaines choses, et on oublie que non, il faut juste le vivre. Et je pense que c'est important d'avoir des endroits où on parle de ça. Et moi, le parcours aussi, c'est important pour moi. Le parcours qu'on fait en danse pour se former. Parce que, puis quand je demande aux invités de parler de leur parcours, des fois, il y en a qui ont comme, des fois, commencé à dire qu'un parcours atypique. Je dis non, c'est pas atypique. C'est pas atypique. C'est pas atypique, c'est juste que peut-être dans les danses traditionnelles ou d'autres formes de danse, c'est une formation de maître à élève. Puis ça, il faut le valoriser. C'est pas aller dans une institution, on est 24, 25, puis tout le monde fait... Non, c'est pas toutes les formes de danse qui demandent cette façon d'aborder la formation. Donc, que ça soit que tu as passé, je sais pas, 5 ans, 10 ans à travailler vraiment avec un maître en danse ou une maîtresse en danse, ben faut le valoriser, puis c'est normal, puis c'est comme ça que ça se passe pour transmettre cette idée-là, pour transmettre ces formes-là, pour transmettre ces rythmes-là. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est pas atypique. Donc pour moi, c'est comme quelque chose qui me tient vraiment à cœur de parler de ça à chaque fois, ce moment danser aussi. Ben oui. Ben c'est important aussi. Puis comment je le vois, c'est qu'on est en Occident, donc c'est de la danse occidentale. Il ne faut pas trop donner le mérite à ce qui exclut beaucoup de choses. Je pense que le plus qu'on met les choses ensemble, puis que tout ça fait partie de la danse d'ici. Toutes les différentes danses qu'il y a ici font partie de la danse d'ici. Si tu danses tout seul dans ta chambre, c'est de la danse d'ici aussi. Mais après, il y a accès à des gens qui étudient, comment on pourrait dire en langage populaire, ils vont plus deep dans les choses. Et on voit ça beaucoup dans les danses traditionnelles. Je pense que c'est très, très riche aussi. On se rapproche de la dernière question, la question principale. Pour toi, Sheran, il y a quoi derrière le move? Derrière le move. Derrière le move. Derrière comme tu mon l'entends, move. comme Derrière tu le veux. move. OK. Ton contexte. Il y a quoi? Il y a... Pour moi, derrière le move, il y a ce qui... Bon. Rapide comme ça, il y a pour moi ce qui existe. Ce qui existe et qui fait que je vais faire ce move-là. Puis hier, j'en parlais à quelqu'un. Je suis très intéressée depuis 2-3 mois à comprendre ce qui se passe avant mon premier geste. Comme quand je suis sur scène ou quand je dois performer quelque chose, ce qui se passe avant, c'est quelque chose que j'ai envie de creuser, de comprendre.
Et ça peut paraître ésotérique, puis tout ça. Bon, j'ai aucune limite là-dessus, mais... Exo, exo, les deux? Donc pour moi, c'est ça. Derrière le move, il y a ça. Et ça peut être derrière ou avant. Pour moi, c'est ça. Il y a ce quelque chose qui va faire que ça arrive. Et ce quelque chose, c'est quelque chose qui est vivant, qui est toujours là, mais qu'on ne peut pas toujours voir. Mais au fait qu'il est aussi dans un silence qui va faire que. C'est ça. Donc ça nous fait nous écouter nous-mêmes, ça nous fait se poser des questions, les bonnes questions. Si tu aurais... Bon, c'est très subjectif, mais c'est ton épisode. Qu'est-ce que tu crois qu'on devrait voir plus dans la danse ici à Montréal, en général? En tout et partout, là. En tout et partout. Si Sheran a un conseil à donner et tout le monde t'écoute, Wouhou! qu'est-ce que tu penses qu'il vaudrait la peine de mettre de l'énergie dessus un peu plus? Je vais aller avec la première chose qui me vient en tête. Ce qui t'habite le plus. Les Pour moi. priorités. Puis, ça peut être dans ton mouvement, ça peut être ton choix, le choix de musique, le choix d'instrument. Parce que des fois, vouloir sortir de certains cadres, ça peut nous amener vers un autre cadre. Puis finalement, on se trouve un peu pris dans des cadres pour faire plaisir à, des fois, à notre mentor. On l'a tous vécu. Donc, il faut que, parce qu'il dit toujours ça, donc, il faut qu'il voit que, mais ce n'est pas nécessairement ce qui m'habite. Et dans tous les choix de la pratique d'un danseur ou d'une danseuse, pour moi, ce serait ça. Mettre là-dedans ce qui t'anime le plus, au-delà des conventions, au-delà de tout ce que tu as reçu et que tu respectes. S'il y a cette affaire-là qui t'anime, qui n'est pas là, tu peux tout respecter. Ça sera très beau. Ou ça peut paraître très désarticulé parce qu'on te l'a toujours appris comme ça. Puis pour toi, c'est ça. Mais à un moment donné, si c'est plus ça pour toi, va dans ce qui t'anime. So, écoute-toi. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton temps. Qu'est-ce qui s'en vient pour Oré Danse ou pour Moment Dansé? Pour Moment Dansé, c'est encore des entrevues. Là, j'en fais moins par année, mais c'est ça. Puis pour Oré Danse, c'est... Pendant l'été, ce sera mon premier solo que je vais danser. Ouais. Oré Danse. Un long solo? La première affaire, non. OK. Mais ça sera ça. Parce que pour les gens qui en ont déjà fait, c'est beaucoup de travail. Oui, Même oui, si oui. un 5 minutes, un solo qui Oui. est à toi, c'est beaucoup de travail. Oui. Quand on parle de 15-20 minutes, ça commence à être des gros, Oui, oui. beaucoup Donc, d'informations. là. Donc, c'est ça qui s'en vient. Puis la formation, toujours la création, c'est ça que je peux dire. Et où est-ce qu'on peut te suivre et suivre ce que tu fais? Instagram, la compagnie Redance. Oré Danse sur Instagram, Puis sur Facebook. Facebook, Spotify aussi, non? Moment Dansé? Spotify sur Moment Dansé. Parfait. Ben, merci beaucoup, Sheran, pour ton temps. Merci pour Merci. ton énergie pour danser et pour nous transmettre tout ce que tu sais. Merci C'est- beaucoup à toi aussi. Donc, c'était Phantom pour le Move. Donc, chaque épisode, on va voir différentes approches de c'est quoi qu'il y a derrière le Move avec différentes personnes. Merci beaucoup à la Ville de Montréal de nous apprendre et de nous inspirer tout ça. Et je parle pas de l'organisme, mais je parle des gens, la ville au complet, qui nous fait nous rencontrer et tout ça. Et passez une excellente journée, Sheran Figaro. Merci beaucoup. Merci, Beto. Bonne journée à toi.